Chers auditeurs et chères auditrices de Demain n'attend pas, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve autour de Laetitia Vasseur pour un épisode qui va vraiment nous décrypter qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nos produits, les produits électroniques, mais aussi les produits textiles qu'on achète et qu'on consomme et qu'on jette aussi sec. Laetitia, elle a monté une association qui s'appelle HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui lutte contre ces modèles économiques qui sont faits pour nous renouveler l'achat aussi sec. Et à travers ça, qui sont vraiment, c'est vraiment une association d'utilité publique. Elle nous décrypte où on en est sur le plan législatif, où on en est dans les changements de modèle des entreprises et tout ce qu'on peut faire nous en tant que consommateurs. Alors je vous recommande d'écouter l'épisode jusqu'au bout et puis de le diffuser très largement autour de vous parce qu'il est d'utilité publique. À bientôt. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia, merci de me faire un petit moment dans ton agenda. Tu n'es pas basée à Paris, hein? Ouais, tu viens d'où pour venir me voir? Là, j'habite à Bordeaux. Tu es à Bordeaux, super, grande chance. Donc merci de me trouver un petit moment pour Demain n'attend pas, nos auditeurs vont être ravis. Ensemble, on va adresser un sujet qui est un peu un angle mort, dont j'avais encore jamais parlé sur Demain n'attend pas, c'est celui à la fois de l'obsolescence programmée, mais aussi de l'économie circulaire. En fait, comment est-ce qu'on fait pour faire durer nos produits plus longtemps ? Parfois envers et malgré les constructeurs, parfois envers et malgré nous, comment on prolonge ces durées de vie. Et on sait aujourd'hui, c'est absolument essentiel, parce que l'essentiel de l'empreinte d'un produit, elle est en amont au moment de la fabrication. Donc si on veut émettre moins, polluer moins, utiliser moins de ressources, faire face en fait à tous nos défis, ça passe vraiment par notre capacité à craquer ce sujet-là. Alors il y a une dizaine d'années, tu avais à peine 28 ans, et tu as pris sur toi de te lancer à corps perdu dans ce combat-là, d'abord en tant qu'assistante parlementaire, au Sénat plutôt, assistante d'un sénateur, excuse-moi. Oui, tout à fait. Où tu as participé à une loi qui à cette époque-là, était vraiment unique au monde, qui était une loi qui créait un délit d'obsolescence programmée. Et puis dans la foulée, tu as créé une asso qui s'appelle HOP, j'adore le nom, on est... Halte à l'obsolescence programmée, et on est tout de suite dans le bain. Tu nous amènes avec joie dans ce combat-là, combat que tu mènes depuis du coup une dizaine d'années. Tu as également d'autres cordes à ton arc, mais tout aligné. Tu as créé le club d'entreprise de la durabilité pour nous embarquer. Tu es administratrice à l'ADEME et à l'AFNOR, et sans compter tes nombreuses reconnaissances pour ce combat-là. Tu as été leader positif du Cercle de Giverny, Ashoka Fellow, Marianne du Climat en 2025. Bref, un combat nécessaire et que tu mènes d'une main de fer avec brio, et c'est reconnu. Donc on va parler de tout ça, on va voir comment sortir du tout jetable, mais avant, j'aimerais bien commencer par toi et j'aimerais bien que tu nous racontes comment est-ce que tu es venue à ce combat-là, comment t'en es arrivée à être assistante d'un sénateur et à prendre ce sujet-là à bras-le-corps. Est-ce que ça faisait écho à des choses que tu avais en toi depuis l'enfance, à des valeurs de la famille? D'où c'est né? En fait, c'est vrai que ce sujet est né un peu pour moi en 2012. J'étais donc assistante, on dit même collaboratrice parlementaire. Et assez rapidement, moi je travaillais beaucoup sur les sujets de fond avec ce sénateur. Et puis, en fait, ce sujet est arrivé un peu par hasard dans ma vie, où j'ai découvert le concept en regardant un documentaire un jour sur Arte, qui s'appelle Prêt à jeter, que je conseille à tout le monde, même si maintenant ça fait un peu daté. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, à la fois scandalisant, et puis aussi à la croisée des chemins entre justement notre modèle économique, le gaspillage, même la manière de produire en termes de droits humains, et puis notre consommation. Donc le sujet de ces produits qui ne sont pas forcément conçus pour durer, et même parfois de manière intentionnelle. Et du coup, je suis revenue... le documentaire finissait en disant « Mais que fait la loi contre ça ?» Et moi, comme je travaillais justement dans le domaine de la loi, je suis allée voir le sénateur en disant il faut absolument qu'on fasse une loi, en fait. C'est notre travail. Tu es vraiment à l'origine de la loi, en fait. Oui. Et ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que tu voulais travailler pour le bien commun, tu voulais travailler dans les politiques publiques,
mais sans idée préconçue sur le sujet à ce stade. Oui, je suis pas née en connaissant le concept d'obsolescence programmée. J'ai fait des études vraiment très orientées droit, sciences politiques, et je voulais travailler pour l'intérêt général. Très vite, ça c'était une certitude. Du coup, voilà, chemin faisant, je suis arrivée auprès de ce sénateur, pas complètement par hasard, mais... Oui, parce que c'était un sénateur de couleur écologique. Hein, Oui, tout à fait. Mais moi, j'avais pas... Enfin, même encore maintenant, d'ailleurs, la coloration politique, j'avais vraiment un mental très service public, où pour moi, les convictions politiques sont du domaine presque de l'intime. Et après, il y a... donc, du coup, il y a quand même une tendance, mais au fond, c'est plus l'intérêt général qui compte. Et du coup, j'ai pas choisi ce sénateur pour sa couleur politique, mais plus aussi pour les sujets au début qu'il portait, parce qu'à la base, j'étais stagiaire à la région Île-de-France sur les transports et la mobilité, ça m'intéressait beaucoup. Je trouvais que c'était vraiment un enjeu hyper intéressant aussi. Et après, il est devenu sénateur, donc je l'ai suivi au Sénat, ce qui m'allait très bien pour débuter ma carrière. Et après, voilà, j'ai trouvé un intérêt aussi à toute cette vie politique, parfois politicienne. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus une approche intérêt général de manière globale. Et donc, tu arrives et assez vite, tu suggères l'intérêt d'une loi sur le sujet des déchets, en fait. Oui. Et c'était marrant sa réaction parce qu'il m'a dit, lui en l'occurrence c'était un sénateur très impliqué dans la vie politique, voire politicienne, et il m'avait dit ça a l'air très technique votre sujet. Voilà, c'était pas très intéressant a priori ou pas très croustillant. Et moi, je lui disais, mais c'est quand même vraiment très intéressant. Et il me connaissait déjà un peu. Je pense que j'avais déjà une nature un peu entrepreneur à l'époque. Et un peu pour que je le laisse tranquille, il m'a dit, faites ce que vous voulez. Et donc, j'avais un peu carte blanche et sa confiance pour travailler sur ce sujet. Et donc, j'ai fait les auditions un peu à sa place. J'ai travaillé vraiment à l'élaboration d'une proposition de loi avec son soutien. C'était une chance de dingue, Laetitia, en vrai. Tu vois, tu étais toute jeune à ce moment-là, tu avais c'était au sortir de mes études, oui, voilà. Et participer à élaborer une loi qui était très avant-gardiste à ce moment-là, c'est quand même une chance de dingue. Oui, et j'ai pu bénéficier du soutien aussi du sénateur, de sa confiance, et en effet d'un libre arbitre là assez fort. Donc ça m'allait très bien. Et oui, j'ai fait les auditions pour lui, en son nom, disons, et avec aussi le recours au service du Sénat pour tout le côté légistique. Et en fait, on a déposé comme ça une proposition de loi où j'ai réussi aussi à faire en sorte que tous les sénateurs du groupe la signe, et ensuite on a même été jusqu'à proposer un premier débat parlementaire où tous les sénateurs ont été amenés à se positionner officiellement sur le sujet. Et voilà. Et là, le sénateur a été content parce qu'il a vu que finalement, ça avait un intérêt médiatique, qu'il y avait un intérêt populaire aussi de ce sujet qui, moi, ne m'étonnait pas beaucoup. Alors, à ce moment-là, comment est-ce que tu voyais le problème et est-ce que tu pensais que la loi pouvait tout résoudre ? Moi, à cette époque, je travaillais dans le domaine de la loi, donc je trouvais que c'était vraiment très important qu'en effet, il y ait une loi qui encadre et qui fasse de ce sujet un délit. Il y avait aussi d'autres mesures importantes autour de la garantie légale de conformité ou d'autres aspects aussi pour protéger le consommateur. Après, on a eu une première avancée en 2014, il y avait la loi consommation. Donc, parce que en France, les parlementaires n'ont pas beaucoup de pouvoir, donc il fallait passer par le gouvernement. Et donc, on essayait, avec cette base de travail, d'obtenir des amendements, donc des modifications de la loi prévues par le gouvernement. Et donc, en 2014, il y avait une loi sur la consommation. Donc, j'avais essayé de faire entrer quelques aspects de ma proposition. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Et ensuite, en 2015, là, on avait la loi transition énergétique et croissance verte portée par Ségolène Royal. Et là, on a réussi vraiment à apporter des choses de manière plus constructive. Et c'est là qu'est rentré en droit positif le délit d'obsolescence programmée.
Alors, est-ce que pour tous nos auditeurs qui, voilà, bien sûr, ça nous dit quelque chose, le délit d'obsolescence programmée, mais en même temps, c'est un peu abstrait. Est-ce que tu peux prendre le temps de nous rappeler ce que ça veut dire exactement? Alors, maintenant, l'obsolescence programmée est définie donc comme un délit et l'idée, c'est que ça recouvre toutes les stratégies des industriels, des metteurs sur le marché, qui viseraient à réduire la durée de vie des produits de manière intentionnelle. Et l'idée, c'est pour en renouveler l'achat. Et maintenant, on a aussi intégré, après on a amélioré encore ce délit parce qu'au début, il était trop restrictif, peu applicable. Et on a intégré aussi le volet vraiment logiciel de manière très explicite. Donc ça devient un délit. Donc si je suis par exemple Apple, qui a été visé par un certain nombre de plaintes, je suis Apple, je force au renouvellement, je peux être condamnée par la loi. Je sais que il y a certes la loi, mais derrière il y a son application, et je sais qu'un des chevaux de bataille que vous avez chez Hop, c'est justement cette difficulté à faire appliquer la loi pour de vrai et à arriver à avoir des condamnations et pas simplement des injonctions. Pourquoi est-ce que la loi est aujourd'hui difficile à appliquer ? Mais après, c'est devenu tout l'enjeu, c'est-à-dire que pour travailler dans le domaine de la loi, je savais à quel point aussi une loi, ça ne servait à rien. C'est-à-dire qu'il y a une inflation législative, il y a énormément de lois qui sont votées presque tous les jours. Donc, la plupart des gens ne connaissent pas du tout le contenu. Et donc, comme là, il y avait vraiment un enjeu citoyen de faire appliquer ces lois pour protéger les consommateurs, il y avait un enjeu à faire connaître et appliquer ces lois. Et je savais très bien que ça allait être peu appliqué. Enfin, en tout cas, j'avais cette intuition. Et donc, une fois que la loi a été adoptée, je suis passée de l'autre côté. Parce que là, voilà, j'étais vraiment animée par ce sujet et j'ai créé l'association Hop notamment pour faire vivre cette loi et rassembler les consommateurs parce qu'en réalité, cette loi, c'est du droit pénal, donc c'est une petite précision qui a son importance parce que en droit pénal, en fait, on condamne l'entreprise, en l'occurrence, pour ses pratiques, voire même le dirigeant de cette entreprise, mais les consommateurs n'ont pas de dommages et intérêts directs. Donc, si votre ordinateur tombe en panne, vous n'allez rien toucher, quoi. C'est ça le problème. Et puis, en plus, ça va vous coûter cher parce que c'est à vous de démontrer le premier faisceau d'indices, c'est possiblement à vous de démontrer qu'il y a un vrai enjeu pour la police des consommateurs de l'État d'investiguer sur le sujet. Donc, il y avait vraiment un enjeu à se dire... Enfin, pour moi, je voulais fédérer toutes les personnes qui avaient un petit problème d'ordinateur, de bouilloire, de grille-pain, pour lesquels, évidemment, ils n'allaient pas aller saisir un juge. Mais en tant qu'association, ça avait du sens de le faire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une version française des class action américaines, d'une certaine manière ? C'est-à-dire, il nous faut une tête représentante qui est l'ONG, mais en fait, elle parle au nom d'individus regroupés. Oui, c'est l'idée. Après, dans les faits, la class action, c'est quand même pour avoir des dommages et intérêts individuels, alors que là, c'est plus compliqué, il faudrait faire une phase 2. D'abord, il y a une reconnaissance en droit pénal. Mais oui, c'est l'idée. Clairement, c'était ça. Et donc, si l'intérêt n'est pas un dédommagement des individus, l'intérêt est d'arrêter une pratique d'une entreprise. Quelles étaient les entreprises que tu avais dans le viseur à ce moment-là ? J'avais pas une entreprise en particulier dans le viseur, mais plutôt une problématique un peu générale. Et après, quand je suis rentrée plus dans le mode associatif et OK, maintenant on va chercher vraiment les cas, là, on est rentré dans une autre démarche et les premiers cas sur lesquels on a voulu travailler, c'était ceux qui ressortaient un peu de ce fameux documentaire. On a voulu aller un peu plus loin et de se dire, justement, ils disent que sur tel et tel produit, il y a de l'obsolescence programmée, allons le démontrer, allons porter plainte. Et donc, on s'est focalisé dès le début sur les imprimantes et sur les téléphones smartphones, et en l'occurrence Apple. Et assez rapidement, on a eu une condamnation, en tout cas une sanction contre Apple qui s'est manifestée. En fait, c'est la DGCCRF qui s'est saisie donc du dossier. Nous, on a été comme des lanceurs d'alerte. On a déposé une plainte un peu comme des lanceurs d'alerte. La police des consommateurs, la DGCCRF, au niveau de l'État, fait l'enquête. Et ensuite, il y a eu une négociation. Issue de cette enquête. Et donc, il n'y a pas eu de procès officiellement pour obsolescence programmée, mais ils ont négocié justement peut-être pour ne pas aller jusque-là. Et on a du coup obtenu quand même une sanction de 25 millions d'euros d'amende parce que
Apple s'est reconnu coupable de pratiques trompeuses par omission. Ça veut dire qu'ils avaient oublié de dire à leurs consommateurs et leurs clients qu'il y avait une pratique trompeuse qui ressemblait à de l'obsolescence programmée. Alors 25 millions d'euros, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. À l'échelle d'Apple, c'est une goutte d'eau. Est-ce que tu as vu un changement de pratique derrière cette sanction qui est tombée ? Oui, c'était à la fois une petite sanction par rapport au risque qu'ils pouvaient avoir. Mais en même temps, une vraie sanction. En même temps, assez significatif quand même. L'intérêt, c'est qu'ils ont aussi essayé de sanctionner dans d'autres pays. Donc à la fin, pour eux, au niveau global, ça a eu quand même plus de poids. Il faut savoir que dans le cadre d'une plainte, nous, on disait, voilà, c'est tel et tel et tel modèle qui a été victime d'obsolescence. C'est pas tous les modèles et tous les ordinateurs, enfin tout Apple. C'est vraiment quelques modèles. Et donc, la sanction, elle se base aussi sur ces modèles précisément. Donc, elle est proportionnée aussi au cas qu'on a pu démontrer. Au final, ce qui est intéressant de voir, c'est que non seulement il y a une sanction financière, mais il y a aussi un enjeu de réputation. Et c'est là qu'on a un levier aussi d'action. C'est qu'Apple a été obligé de mettre sur leur site web pendant 2 mois qu'ils avaient fait une pratique commerciale trompeuse, etc. Et une vraie communication sur le sujet. Et évidemment, ça fait pas bonne presse. Au-delà que Bien de sûr. leur propre communication, c'est tous les médias qui s'y sont mis. Bien sûr. Et donc, ça crée un vrai levier sur la réputation. Alors, si tu veux bien, j'aimerais bien revenir 2 minutes sur les enjeux. J'ai récupéré quelques chiffres sur lesquels je vais te faire réagir, parce que je trouve que c'est très parlant. Et pour nous qui rentrons dans le sujet, alors toi, tu es dedans depuis plus de 10 ans maintenant, c'est ton quotidien, mais pour nous qui rentrons dans le sujet, je trouve que c'est important de mesurer l'enjeu auquel on fait face. Premier chiffre qui m'a frappé, c'est qu'on avait en moyenne, en France, dans un foyer, une centaine d'équipements électriques. Une centaine d'équipements. Je pense qu'on a probablement l'impression d'en avoir maximum une trentaine. Dans les faits, on en a une centaine, notamment un certain nombre qui traînent dans nos tiroirs. Donc on en a beaucoup. Comme il y a des sujets d'obsolescence plus ou moins programmés, une bonne partie ne servent plus à rien. On compte 62 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde en 2022, en hausse quasiment x2 sur une grosse décade. Donc on a une accélération de la production qui crée une accélération des déchets et seuls 20% à peu près sont collectés. Donc on voit bien le sujet. 80% de l'empreinte écologique d'un téléphone se joue à la fabrication et pas à l'usage. Le sujet, c'est pas notre électricité pour le charger, c'est les matériaux, c'est l'extraction des matériaux pour le fabriquer. Donc plus on peut faire vivre, plus on peut réparer notre téléphone, plus son empreinte écologique est mesurée. Et dernier élément, peut-être justement sur ces téléphones, la durée de vie en France est d'à peine 2 ans et demi pour un téléphone. Seuls 12% des téléphones achetés aujourd'hui sont reconditionnés. Donc on voit que on a un gros sujet autour de cette obsolescence. On a un gros sujet sur la deuxième main et certainement un gros sujet pour limiter la capacité des entreprises à nous en remettre à chaque fois un tout neuf, parce qu'effectivement, c'est ce qui booste leur modèle économique. Comment est-ce que tu réagis face à ces chiffres-là ? Et toi qui es engagé depuis une dizaine d'années, est-ce que tu ressens une forme de fatigue parce que ça bouge, mais ça bouge quand même doucement, ou au contraire, quand tu regardes le chemin parcouru, les lois qui ont avancé, t'as la satisfaction de celles qui participent à faire bouger ces lignes-là? Un peu des deux, peut-être. En fait, c'est vrai que face à ces chiffres que tu as très bien résumés, moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu clé qui est autour de la conception des produits. C'est vraiment ça qui, après, permet une logique systémique positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nos produits sont pas conçus pour durer, pour être robustes, pour être réparables, pour être réemployables, reconditionnables, tout ce qu'on veut, ça marche pas. Et donc, à la fois, le consommateur peut pas les garder, les réparateurs peuvent pas les réparer. Enfin, il y a rien qui fonctionne. On est dans une économie linéaire on produit toujours plus pour que ces acteurs-là puissent renouveler leurs profits, etc. Nous, on consomme, on jette, les collectivités récoltent tout ça, on détruit, on incinère, on enfouit. Et en plus, on se donne bonne conscience en disant qu'on recycle quand même. En vérité, on collecte relativement peu, ça dépend des équipements.
On recycle pas tout, c'est aussi énergivore. Il y a énormément de choses qui finissent incinérées. Ça crée aussi des pollutions, sans parler de l'enfouissement qui est encore présent. Ou dans les décharges à ciel ouvert en Asie du Sud-Est, qui est un autre fléau. Oui, sans parler de toutes ces décharges, pas qu'en Asie du Sud-Est, en Afrique, dans plein de pays, beaucoup, bien sûr. où les textiles, les appareils numériques finissent dans des décharges à ciel ouvert. Et là, c'est un véritable scandale aussi. Donc, face à ça, il y a vraiment quelque chose d'assez scandalisant. Et en même temps, en tant que consommateur, on voit bien le gaspillage que ça représente. Et parfois, on peut se laisser un petit peu aller dans ce système qui est aussi parfois un peu confortable, etc. Mais aussi, c'est écœurant. Et la plupart du temps, on a l'impression d'être un peu victime, impuissant. On ne sait pas vraiment par quel bout prendre les choses. Et donc, pour moi, la cible, vraiment, c'était la conception. Et qui est responsable de la conception? C'est les fabricants. Mais d'attaquer les fabricants directement et de les convaincre qu'il faudrait qu'ils fassent des produits vraiment plus durables, plus réparables, etc., c'est pas facile parce que, évidemment... Tu t'attaques à leur business model. Voilà, le business model est au centre et donc ils sont assez fermés. Tant qu'il y a des gens pour les acheter, ils voient pas pourquoi ils changeraient quelque chose qui marche très bien. Donc... c'est pour ça que venant du milieu en plus du politique, juridique, pour moi, il y avait un vrai effet levier à passer par la loi. Parce que la loi est contraignante pour les fabricants. Et donc, et en plus, c'est le meilleur moyen d'accélérer. Parce qu'on est en effet face à une urgence écologique, tant en termes de déchets, de pollution, que voilà, même de CO2, de toute cette fabrication, cette surconsommation, cette surproduction. On parle beaucoup de réchauffement climatique, mais la consommation, c'est quand même l'éléphant au milieu de la pièce. Bien sûr. Et donc, le fait de passer par le législateur, c'est aussi la manière de rendre les choses, de passer à l'échelle rapidement. Parce que sinon, on peut en effet se dire, c'est super, il y a quelques initiatives volontaires, et puis on va attendre que les autres soient volontaires aussi. Oui. Et on se retrouve 50 ans plus tard à peu près au même point. Exactement. Il y a quelques marques justement qui démontrent qu'on peut faire autrement. Et ça, c'est génial. Et puis, si on attend que les autres s'y mettent toutes, on peut attendre très longtemps. Donc, vraiment, pour moi, l'intérêt, c'est encore d'avoir vraiment une base minimale de robustesse, de durabilité, sur laquelle c'est pas négociable. Et après, qu'il y en ait qui fassent encore mieux pour se distinguer encore plus des autres, parce que c'est très bien. Mais qu'on puisse pas rester à un statu quo où, en fait, on peut mettre n'importe quoi sur le marché, sans aucune norme de durabilité et de réparabilité, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est juste inconcevable pour moi. Alors les lois, justement, ont quand même beaucoup bougé. Il y a eu la première, avec le délit d'obsolescence programmée que tu as poussé, dont on a parlé. Il y en a eu pas mal depuis. Peut-être que tu veux nous en toucher un mot. Oui, alors en fait, du coup, ça, c'était vraiment notre priorité. Donc, on a travaillé au début beaucoup sur, OK, il y a le délit, mais maintenant, comment est-ce qu'on va au-delà du délit? Le délit, c'est quelques pratiques marginales, puis c'est vrai quand même difficile à prouver. Il y a beaucoup de choses à prouver. On n'a pas tous les éléments en main. On est capable de le faire sur quelques aspects, mais en fait, c'est pas juste ça. C'est tout un système qu'il faut revoir, en fait. Donc, la loi, là encore, c'est vraiment un bon outil. Et dès 2019-2020, le gouvernement s'est engagé dans une feuille de route de l'économie circulaire. Parce que ça, c'était ma deuxième passion à côté de l'obsolescence programmée, c'est l'économie circulaire, parce que j'ai vraiment cette vision large du sujet. Et donc là, on a été force de proposition, on avait fait un livre blanc et on a été très écoutés. Et on a obtenu des victoires qui, pour moi, sont structurantes. Les indices de réparabilité et plus encore même les indices de durabilité. Et ça, c'était pas gagné parce que là aussi, on touche, même si ce n'est que de l'information pour le consommateur, au business model. Et puis c'est énorme. Je veux dire, quand une marque sait qu'elle va être comparée sur la réparabilité de son produit, là, effectivement, tu commences à toucher les pratiques. Exactement. Et donc les indices, ça c'était vrai. Enfin les indices de réparabilité et durabilité, c'était le gros morceau. Et la deuxième chose vraiment structurante dans cette loi qui est dite AGEC, c'est les bonus réparation. Parce que il fallait voir la chose de manière aussi un peu systémique. On peut pas dire d'un côté aux consommateurs, voilà, vous avez l'information de quels sont les produits les plus durables, les plus réparables. Donc vous pouvez aussi faire vos choix un peu en termes d'amortissement. Vous achetez un produit durable, ok, il est plus cher, mais vous allez le garder
plus longtemps, c'est sûr, c'est presque garanti parce qu'il y a un indice de l'État qui vous dit que ça va durer longtemps. Donc, vous êtes rationnel aussi et vous aviez besoin de cette info. Donc, maintenant, vous n'êtes pas, il y a plus autant d'asymétrie entre ce que c'est le fabricant et ce que vous savez. Donc, c'est quelque chose de très positif pour le conso, mais aussi dans l'éco-conception, en fait, pousser les entreprises à améliorer la conception même si c'est pas une obligation. Le fait qu'ils soient comparés entre eux sur des critères et qu'il y ait un référentiel où on sait ce qu'on va juger, ça permet de tirer le marché vers le haut, même en termes de pratiques de conception. Donc ça, c'est intéressant. Mais sur le bonus... Pardon, excuse-moi, tu viens de citer 3 éléments qui sont majeurs. Donc, obligation d'affichage de ces indices, oui. Durabilité, réparabilité et bonus à la réparation. Est-ce que tu peux nous rappeler d'une part les produits qui sont concernés? Où est-ce qu'on va trouver ces indices visibles sur le packaging du produit? Et puis, de la même façon, sur les bonus, comment est-ce qu'on peut bénéficier en tant que consommateur de cette participation à nos coûts de réparation et par quel mécanisme? En fait, on a eu au début une première version d'indice de réparabilité qui s'est améliorée en un indice de durabilité. Donc là, on ne sait pas seulement s'il est réparable, mais on sait s'il va aussi durer dans le temps. Donc ça, c'est les lave-linges et les téléviseurs aujourd'hui. Et après, on a l'indice de réparabilité, parce que c'est un peu moins difficile à mettre en place, sur plus de catégories de produits. Par exemple, là, aujourd'hui, ça concerne encore les smartphones, ça concerne... beaucoup de produits, les tondeuses à gazon, les ordinateurs portables. Donc on peut dire les produits électroniques au sens large. Oui, et bientôt, là on travaille actuellement encore sur des nouveaux indices, sur les écouteurs, sur alors, les machines à laver par exemple, les lave-linges voilà, sont concernés, et sur... les aspirateurs, voilà. Il y a énormément de produits qu'on peut trouver de grande consommation qui sont concernés et ça se déploie, ça continue de se déployer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et par exemple, on va aller regarder, donc ça s'est fait en intelligence collective, on va dire, entre des assos, ceux qui vendent des pièces détachées, ceux qui réparent, ceux qui fabriquent, etc., ceux qui vendent aussi. Et donc, il y a des critères comme est-ce que les pièces détachées sont disponibles? À quel coût? À quel prix? Est-ce qu'on peut réparer soi-même en tant que consommateur? Ou est-ce qu'il faut passer par un réparateur agréé ou professionnel? On va regarder aussi dans l'indice de durabilité la manière dont c'est conçu. Est-ce que c'est robuste? Est-ce qu'il y a eu des tests pour s'assurer de la non-obsolescence dans le temps? Et donc tout ça, c'est fait par un tiers indépendant, et ça se retrouve sur le packaging du produit. Alors non, en fait, la grille de critères est élaborée par plusieurs parties prenantes, ce qui permet d'être d'accord sur les indicateurs sur lesquels on va se baser et sur la méthode. Mais après, c'est le fabricant lui-même qui remplit la grille. Mais après, il n'y a pas beaucoup de latitude. C'est A ou B. Enfin, il y a une grille très rigide. Et après, c'est le fabricant qui doit nous donner ces informations. Et le rendre public aux consommateurs. Tout à fait. Super, merci pour ces précisions. Et le bonus, comment ça fonctionne? Donc ça, c'était important aussi, le bonus, parce que d'un côté, on dit aux consommateurs, voilà, vous avez les infos maintenant pour mieux consommer, entre guillemets, pour aussi favoriser une demande pour des produits durables. Mais d'un autre côté, une fois qu'on a le produit, on l'a acheté en connaissance de cause, on a essayé de prendre celui qui était le plus réparable. N'empêche qu'au-delà de la garantie légale de conformité qui est de 2 ans, je le rappelle pour tout le monde, c'est à vous de réparer votre produit. En général, à 2 ans et 3 mois, ça tombe en panne. Ça peut arriver. Oui. Et donc, au final, il y a un vrai enjeu autour du coût de la réparation. Parce qu'il ne faut pas se mentir, les produits sont souvent conçus en dehors de la France, de l'Europe, à un prix qui est tiré vers le bas, parce qu'il y a des économies d'échelle, parce qu'il y a du dumping social. Et une fois qu'il est entre nos mains, quand on veut aller voir le réparateur il est à côté de chez nous, il est en France, et le coût de la main-d'œuvre, c'est pas le même. Du coup, parfois, on peut être tenté de renouveler, parce que ça nous semble plus rentable que de réparer. Sûr. Et donc, il y a vraiment un enjeu à se dire comment est-ce qu'on craque aussi ce frein-là pour que, in fine, les produits durent vraiment plus longtemps. Et que, ok, ils sont réparables, mais est-ce qu'ils sont réparés? Et donc, sur ça, on a obtenu le bonus. Et ça, j'en suis aussi assez fière parce que j'ai vraiment impulsé cette proposition.
pour éviter des choses complexes ou qu'on n'a pas envie de mettre en œuvre, parce que voilà, ça nous paraît un peu... On a des phobies administratives tous, et puis on n'a pas du tout envie de se mettre là-dedans. Là, c'est vraiment quelque chose de très simple. Le coût est supporté finalement par les professionnels et pas par le consommateur. Parce que l'objectif, c'est vraiment de dire au conso, mais vas-y, répare ton produit, c'est entre tes mains. Et donc là, concrètement, tout le monde aujourd'hui peut aller voir un réparateur professionnel qui est labellisé. Par exemple, sur tout ce qui est électrique et électroménager, c'est Cali Répare, mais ça existe aussi sur le textile, même sur les produits de sport, sur le bricolage. Et donc, on va aller voir sur des sites comme bonusréparation.org ou jerépare.fr. Et là, on a un annuaire avec tous les réparateurs labellisés où on peut bénéficier de réductions parfois assez substantielles sur le prix de la réparation. Et donc, on a une incitation réelle à réduire le coût de la réparation et donc à réparer réellement. Alors merci Laetitia, parce que c'est super pédagogique. Et en tant que consommateur, je pense qu'on voit mieux ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire peut-être. Et à titre individuel, en fait, tu nous montres aussi que ces 10 ans ont été très riches. Et en se focalisant sur la loi, tu as pu bien sûr faire des lois ambitieuses dont les applications en termes de condamnation sont peut-être limitées, mais en fait le prendre aussi par différents angles et au travers de l'information consommateur, au travers du financement de la réparation. En fait, tu as peut-être là un impact qui est plus important, ou en tout cas un complément législatif qui permet de couvrir bien la façon dont on embarque les entreprises dans ces projets qui vont contrer un peu leur modèle. 10 ans, du coup, aujourd'hui, c'est d'abord une fierté. J'ai vu sur ton site à un moment un message plein de spontanéité que tu avais affiché sur le site de Hop, qui montrait aussi la fatigue que tu avais pu avoir, et je pense que c'est aussi important d'en parler, parce que c'est énormément de victoires que tu me décris, et en même temps une association, c'est un travail collectif qui parfois peut être lourd à porter. Comment est-ce que tu décrirais, toi, ces années-là pour toi ? Moi, c'est vrai que quand je me suis lancée là-dedans, j'ai créé une association au début bénévolement, avec quelques copains. Je ne savais pas où est-ce que ça allait me mener. Tu pensais le faire à côté de ton métier d'assistant sénateur ? Oui, alors j'ai pas parlé entre les deux. J'ai fait un voyage aussi. C'est là que j'ai vraiment eu envie de passer à l'action et que je me suis mis vraiment de cette peau d'entrepreneur social, que ça m'a donné le courage, la confiance et l'envie de le faire. Du coup, voilà, de passer de l'autre côté. Et quand j'ai créé l'asso, voilà, j'avais pas vraiment de plan en fait. J'avais confiance dans la vie, j'avais 27 ans et puis je me suis dit, je lance l'asso, ça a vraiment du sens, on fait ça avec quelques copains, on verra l'année prochaine où on en sera. Et puis moi, par ailleurs, je préparais les concours de l'administration publique. D'accord. Mais pour autant, tu l'as lancé à plein temps en termes d'activité professionnelle. Tu t'es quand même jeté à corps perdu dedans. Oui, à ce moment-là, j'avais négocié avec mon sénateur d'arrêter mon travail voilà, avec lui, donc j'étais au chômage. Et grâce à Pôle emploi, premier investisseur d'entrepreneur social certainement en France, j'ai pu pendant 1 an et demi, 2 ans à la fois construire ce projet, en même temps je préparais quand même les concours et puis je savais pas exactement où tout ça allait me mener. Et puis après, c'est vrai que ça a pris de l'ampleur. Après, c'était aussi ma volonté. J'avais quand même envie de m'y dédier à 100% et donc de pouvoir en vivre. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à après gérer une organisation, à être employeur, enfin quelque part devenir employeur, même si je suis pas officiellement employeur parce que je suis déléguée générale, mais finalement cette casquette de cofondatrice m'a amenée à penser Bien comme sûr. un employeur, comme un entrepreneur. Oui, tout à fait. Donc je suis devenue entrepreneur social et j'ai adoré cette aventure. Mais c'est vrai que moi, j'étais très focus comment on change le monde et comment on arrête l'obsolescence programmée. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on devient aussi RH manager. Bienvenue dans le monde merveilleux des entrepreneurs. Voilà. Et ça, c'est une certaine lourdeur, c'est beaucoup de responsabilités. Un peu d'isolement aussi parfois, parce que quand on a cette casquette, on a une vision peut-être un peu systémique des choses et voilà, on gère une équipe qui est arrivée après, qui a d'autres attentes en tant que salarié, etc. Enfin, voilà, c'est toute une aventure.
assez parfois un peu dur à porter, en même temps qui a beaucoup de réjouissance, et puis on apprend énormément à la fois sur le secteur et tout, mais aussi sur soi, et ça pour moi c'est passionnant. Comment tu aurais pu être aidée, accompagnée sur ces années-là ? Alors moi, j'ai cherché toujours des branches auxquelles me raccrocher. Du coup, j'ai eu beaucoup de soutien sur la route, des acteurs comme Ashoka ou même les Mariannes du climat. Enfin, toutes ces reconnaissances, ça donne aussi l'énergie Bien sûr. de se dire, ok, parfois on se sent seul, mais en fait, on est quand même boosté. Et puis après, le fait aussi de monter une équipe dans un collectif avec des bénévoles, des gens qui s'engagent au conseil d'administration de manière bénévole, enfin tout ça, ça apporte de l'énergie, du soutien. Il y a eu aussi des mentors à certains moments, des gens qui ont été de passage, ou bien des formations, des accélérateurs, toutes ces petites choses-là m'ont vraiment permis d'évoluer, que ça m'accompagne dans tout ce processus. Aussi un peu de passage à l'échelle, quoi. Au début, on est tout seul, on fait tout, et après, il faut apprendre à composer et aller plus loin, mais avec une plus grosse équipe. Donc, le conseil que tu donnerais à des entrepreneurs sociaux qui nous écouteraient, c'est entourez-vous, allez chercher les reconnaissances et allez chercher les mentors, un conseil d'administration, enfin tous ceux qui peuvent rompre la solitude de l'entrepreneur. C'est ça ce que j'entends dans ce que tu me dis. Oui, ça fait partie des clés. Ouais. Peut-être un petit mot pour revenir sur vos victoires récentes. J'ai compris qu'en 2025, vous aviez eu une belle victoire auprès de Microsoft. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en fait, on a vu avec Microsoft qu'il y avait un enjeu où ils voulaient en fait arrêter les mises à jour de sécurité pour des ordinateurs qui parfois n'avaient que 5 ans. Bon, parfois, c'était des plus vieux modèles, mais même un ordinateur, ça peut durer quand même très longtemps. Et donc là, concrètement, si la personne ne payait pas une sorte de taxe comme ça, qui tombait un peu du ciel pour que son ordinateur soit protégé des attaques pirates, etc., justement, il pouvait se retrouver complètement exposé. Tout ça parce qu'ils voulaient en plus forcer les gens à passer sur Windows 11, parce qu'ils avaient un intérêt économique à ce que les gens changent d'ordinateur, pas sur Microsoft et Windows 11, ou bien paye une licence, mais en fait la licence elle était surtout dissuasive pour que les gens renouvellent leur équipement. Et donc on trouvait ça tout à fait choquant, et donc on a demandé à Microsoft de garder cette mise à jour gratuite pendant 10 ans, et on a obtenu au moins qu'il le fasse pendant 1 an. Donc c'est quand même un géant international, donc on s'attendait même pas forcément à ce qu'ils puissent aller dans notre sens, mais on a fait une grosse mobilisation avec tous les acteurs qui aussi étaient victimes de ce système, et c'est pas seulement les individus, c'était aussi les collectivités, les entreprises publiques, toutes les petites bibliothèques, enfin tous ces acteurs qui étaient sous des licences Windows 10 et qui fonctionnaient parfaitement, toutes des flottes d'ordinateurs qui fonctionnent parfaitement, et que là aussi, surtout pour des raisons de sécurité, les entreprises allaient passer, et globalement les entreprises ont renouvelé leur flotte, on va pas se mentir. Donc il y a eu un carnage écologique, mais on a réussi au moins pour les individus, à limiter ça, parce que chaque année de durée de vie d'un produit compte. Et 1 an de plus où on a gardé son équipement, qui est certes un peu vieillissant, mais on le garde 1 an de plus, il fonctionne parfaitement. Ça a vraiment des gros impacts plutôt que de renouveler à neuf. On sent bien qu'il y a un travail de coalition que vous animez, de sensibilisation que vous animez. Donc il y a quand même une grosse palette d'activités dans ton association qui convergent toutes pour nous faire réduire nos achats. Exactement. En fait, c'est vraiment une logique systémique où là, on a eu 50 000 signataires, par exemple, pour cette pétition. C'est vraiment une mobilisation citoyenne parce que, justement, ce n'est pas sanctionné par le droit. Donc, on voulait arriver avant la catastrophe et pas sanctionner une fois que c'était fait. Donc, ça, on a réussi là à avoir un peu une première victoire avec Microsoft. On essaye aussi, après, de faire en sorte que les lois qu'on obtient, notamment celle de la loi AGEC, les bonus, par exemple, personne ne les connaît. C'est ça le problème. Donc, moi, je veux que ça change réellement l'impact concret, et que j'aille en déchetterie, que je vois que les produits, ils sont allés plus tard en déchetterie qu'il y a 10 ans. Et donc,
on organise par exemple les journées nationales de la réparation, où on a 50 000 personnes à peu près qui viennent dans 1500 événements partout dans le territoire, où avec 50 partenaires, on organise le fait que les gens soient plus au fait, soient plus au courant des solutions qui existent à proximité de chez eux, les leviers comme les bonus, les petites astuces comme ça, pour essayer d'ancrer vraiment sur le territoire et au plus proche des gens les solutions. Et puis, les solutions, elles existent, parfois elles ne sont pas visibles. C'est aussi pour ça qu'on a créé le club de la durabilité avec les entreprises, parce que derrière tout ça, on le dit en filigrane, il y a un vrai enjeu économique. Et donc, avec ce club, on montre que un modèle économique qui se base sur de l'économie circulaire, la durabilité des produits, c'est possible. L'obsolescence programmée, ce n'est pas une fatalité. Il y a déjà des entreprises qui font des trucs super et des produits qui durent, des solutions de réparation accessibles, etc. Et puis, il y a aussi un chemin pour y arriver. Pour celles qui étaient dans l'économie circulaire, il y en a qui font vraiment une transition. Et donc, on essaye d'accompagner tout ce mouvement pour montrer qu'il y a un vrai modèle et que du coup, c'est tout un système qu'on peut changer. Oui, montrer qu'il y a des vrais modèles, c'est un vrai sujet. Il y a vraiment besoin d'infuser, d'inspirer les entreprises qui, dans leur vaste majorité, sont toujours sur des modèles linéaires. Quels sont tes prochains os à ronger, j'allais dire, pour 2026 et les années qui viennent? C'est quoi les gros enjeux auxquels tu veux t'attaquer? On continue d'être en alerte sur les cas d'obsolescence technique. Donc, si vous avez un produit, n'hésitez pas, on a un formulaire de signalement sur notre site et on est toujours très sensible aux actions juridiques. Donc, on espère des procès prochainement sur nos plaintes déposées. Mais après, d'un point de vue plus systémique, moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est à la fois d'ancrer les victoires qu'on a obtenues dans le droit français au plus proche des gens et donc d'obtenir des impacts réels, factuels, palpables, mais aussi d'aller encore plus loin sur l'éco-conception. Parce que force est de constater que nos produits sont encore rarement conçus pour être vraiment durables et réparables, qu'au niveau de la France, on peut atteindre une certaine limite, surtout qu'il y a l'Europe au-dessus. Donc, il y a l'enjeu d'avoir des normes de durabilité au niveau européen, parce que là, on attaque un marché qui est plus grand, mais même au niveau international, parce qu'on a des multinationales donc qui visent le marché français, c'est peanuts. Donc, il faut qu'on puisse les convaincre et faire le poids. Et donc là, moi, j'ai vraiment un enjeu, une envie de fédérer un réseau international pour être un peu en coalition, pour équilibrer un peu un rapport de force et faire entendre notre message au plus haut de la conception des produits de multinationales. Et ça peut passer par des normes aussi, des normes y compris volontaires dans un premier cas, mais qui s'appliquent à l'échelle internationale. Oui, et là tu touches à deux convictions, je pense, qui sont très, très prégnantes dans le monde des personnes qui accompagnent cette transition écologique avec les entreprises. On a besoin de lois et on a besoin d'Europe. Où en est l'Europe, justement? On s'est beaucoup focalisé dans notre discussion sur la législation française, qui a été avant-gardiste, qui va probablement plus loin que la législation européenne aujourd'hui. Comment tu juges ces avancées européennes? La France, l'Europe, c'est à la fois satisfaisant et complètement démotivant. Parce que on a obtenu le fait que, justement, comme la France était en avant-garde, il y a d'autres pays peut-être aussi qui étaient un peu moteurs. Et donc, on a obtenu de l'Europe, comme ils étaient quand même dans une volonté de mettre la transition écologique au cœur de leur projet et l'économie circulaire aussi. Enfin, il y a une vraie compréhension des enjeux que je trouve quand même. Et donc, on a eu par exemple une loi, enfin une directive carrément européenne sur le droit à la réparation, où l'obsolescence programmée, par exemple, est mieux encadrée, est nommée, etc. Et puis, avec une volonté d'étendre les indices européens sur la réparabilité à toute l'Union. Sauf que, ça c'est une bonne nouvelle, sauf que la manière dont c'est fait, avec aussi le lobby européen qui est beaucoup plus puissant et dur à se confronter, eh bien, nos indices français qui sont très exigeants, qui ont une vingtaine de critères, qui sont très clairs, très impactants, là, ils sont complètement dénaturés, allégés, réduits, à peau de chagrin, incompréhensibles pour le consommateur, et ils viendraient remplacer les indices français. Et c'est là qu'on se dit... Ouch. On n'est pas trop content. Donc, nous, on fait tout ce qu'on peut pour
avoir une exigence quand même la plus forte possible. Mais je pense qu'il faut penser au coup d'après et comment, si ça vient remplacer tous nos indices français, on utilise quand même nos référentiels et tout ce travail qu'on a fait pour rendre finalement tout ça quand même impactant. Et là, aujourd'hui, les indices européens, ils sont pas hyper impactants. Donc, je pense que on peut voir le coup d'après et par exemple, aller vers des choses avant-gardistes en France avec certains volontaires, de se dire c'est quoi le coût total et de ramener non seulement cette information sur la durabilité aussi au coût d'achat et vraiment avoir une sorte d'information du juste prix des produits. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait développer pour aller plus loin des choses un peu minimalistes de l'Europe qui risquent de limiter l'impact des mesures françaises. Non, mais on voit que ta prochaine frontière, c'est vraiment l'Europe, avec un gros travail à faire pour éviter un recul en arrière qui serait quand même assez désastreux. Donc, en fait, le problème en Europe, c'est toujours ça, c'est un recul pour nous, et c'est peut-être une avancée pour d'autres pays. Oui, bien sûr. Mais bon, ça veut dire que quand même, tu as une focalisation des prochaines actions de ton association, certainement au niveau du Parlement et de la Commission, avec un gros travail de fond à faire. On va arriver à la fin de notre épisode, et donc je vais te passer aux dernières questions, si tu veux bien. Les gens qui nous écoutent se demandent souvent, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle ? Ils ne sont pas forcément engagés dans les lois, c'est pas forcément des juristes. Qu'est-ce que tu leur recommandes à la fois sur ton sujet, comment est-ce qu'on peut te soutenir, et de façon plus générale, pour tous ceux d'entre nous qui avons envie d'être plus alignés, plus cohérents, quelles sont tes recommandations ? Eh bien, par exemple, à Hop, on peut aider en nous rejoignant comme bénévole. On développe cette option à Hop. On a toujours eu des bénévoles, mais là, maintenant qu'on essaye de s'ancrer sur le territoire, c'est peut-être plus facile encore de s'impliquer concrètement, notamment via cet événement des Journées nationales de la réparation, mais pas que. Donc, ça peut être intéressant si on a envie de rentrer au contact concret de l'action. Après, aussi le don et l'adhésion à une association comme la nôtre, c'est hyper important. Ça nous permet d'être souverain dans nos choix, dans ce qu'on a envie de faire. Et c'est pas financé facilement. Changer les lois, aller contre les industriels, c'est pas toujours très finançable de par ces mêmes industriels. Et avec les coupes budgétaires de l'État, on n'est pas dans une tendance très favorable. Donc ça, c'est vraiment un gros levier pour nous défendre tous et l'intérêt général, si c'est une cause qui résonne pour vous. Et puis ensuite, en alignement personnel, il y a une autre manière de consommer et de ne pas baisser les bras, ou de se remotiver, de ne pas se laisser fatiguer, parce que c'est vrai, des fois, le quotidien est lourd et on a envie de confort, c'est normal. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge, je sais ce que c'est aussi, mais de se dire quand même, d'essayer de résister aux sirènes de ce que j'appelle l'obsolescence marketing, donc toutes ces injonctions commerciales à aller vers du renouvellement, sortir un peu de la conso du trop, quoi, mais aussi après de se tourner vers le reconditionnement, la réparation. Tout ça, c'est des petits gestes qui ont beaucoup d'impact. Donc, certainement, vous le faites déjà, mais si vous vous dites j'ai encore de la marge de manœuvre, par exemple, on a un site qui s'appelle produitsdurables.fr pour essayer de guider et donner des astuces un peu concrètes, produit par produit. Donc, ça peut être une chose à faire. Et puis après, si vous sentez l'âme d'un entrepreneur, vous avez une chose en tête, il faut se lancer, quoi. Merci Laetitia pour cet appel à l'action à tous les niveaux en fait, au niveau de l'entreprise, au niveau du consommateur, au niveau du soutien associatif financier ou en temps. Merci pour ce rappel. 2 petites questions finales. Est-ce que tu as eu un livre ou un film, enfin un produit culturel? Alors tu nous en as mentionné un au début de ta carrière, mais peut-être plus récemment, est-ce que tu as eu un livre que tu aimerais nous recommander parce qu'il a été important pour toi et tu veux nous le passer? Là, il y a eu un documentaire récemment qui est sorti sur un peu ce côté monstre électronique qui était sur France TV, qui était très bien. Julie Madon aussi, je pense que c'est quelqu'un à lire, et Jeanne Guillain, si ces sujets intéressent. Julie Madon, c'est une sociologue de la consommation qui a parlé justement de ce sujet, des objets qui durent et des personnes des différents types de profils, des gens qui pourquoi, on arrive à ça. Et puis Jeanne Guillain, c'est une
philosophe et aussi elle a vraiment une approche très intéressante. Après, tout ce qui est autour de la sobriété aussi, je trouve que c'est toujours inspirant. La sobriété heureuse. Oui. Alors là, tu touches du doigt le sujet des récits positifs dont on a tant besoin. Dernière question, Laetitia, si tu veux bien. À quelle personne inspirante et engagée tu aimerais passer le micro ? Qui tu aimerais entendre dans un prochain épisode ? Moi, j'adore ce que fait mon ami Yves-Marie, qui a créé une association qui s'appelle Lève les yeux. Et du coup, c'est pour un petit peu être déconnecté ou peut-être se reconnecter à soi et au monde en dehors des écrans. Et j'adore ce qu'il fait. Génial, c'est une très belle fin. Lever les yeux, tellement important aujourd'hui. Levons les yeux, allons aussi un peu dans la nature, on en a tant besoin. Merci Laetitia, à la fois pour ce que tu fais chez HOP, pour les avancées très concrètes, législatives, de sensibilisation, de coalition, enfin pour l'ensemble des actions que vous menez. Et puis pour cet appel plus général à l'action, à la réparation, au soutien du monde de demain qui est déjà là. Merci à toi. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Demain n'attend pas jusqu'au bout. Merci à celles et à ceux qui s'abonnent sur la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître Demain n'attend pas, qui est un média complètement indépendant et qui n'existe que grâce à vous. Si vous préférez voir cette discussion en vidéo, pas de problème, le podcast est maintenant disponible sur YouTube. Et si vous voulez suivre mes actualités, c'est très simple, inscrivez-vous à la newsletter ou suivez-moi sur mon compte perso sur LinkedIn ou sur le compte du podcast sur Instagram. Vous aurez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et encore une chose, le livre du podcast Les Inspirants est toujours disponible pour vous dans toutes les bonnes librairies. À lire et à offrir très largement. Allez, à très bientôt pour un prochain épisode de Demain n'attend pas.